Salut tout le monde. Le sujet de cette vidéo, la fraude électorale, en particulier dans les cas récents et bien entendu en particulier dans l'élection présidentielle américaine. Je trouve que c'est un sujet qui n'a pas été traité avec rigueur et qui n'a pas été traité avec impartialité. Les dernières couvertures médiatiques l'ont largement démontré et c'est ça en réalité qui encourage des excès, de l'autre côté peut-être, mais surtout ça étouffe les faits historiques, les précédents sérieux que tous les historiens contemporains connaissent de fraude électorale aux États-Unis et ailleurs. Et je pense qu'il faut impérativement en parler pour comprendre la situation politique américaine, qui est un signe de notre époque particulièrement important. Beaucoup de gens, en particulier Emmanuel Todd, avaient prédit en quelque sorte un effondrement, un déclin de l'empire américain. On a appelé l'Afghanistan le cimetière des empires, et il est vrai que tous les empires qui sont allés bagnoder en Afghanistan ont décliné peu de temps après, l'empire britannique, l'empire soviétique et l'empire américain, point d'interrogation. Emmanuel Todd, en tout cas, avait produit un très bel essai sur le sujet, qui ne travaillait pas particulièrement l'Afghanistan, mais qui analysait le déclin de l'empire américain d'un point de vue démographique. Ça ne signifie absolument pas que les États-Unis d'Amérique cesseraient d'être une superpuissance économique, mais en tout cas qu'il pourrait cesser dans les 20 à 30 prochaines années d'avoir 11 porte-avions et d'avoir le plus gros budget militaire au monde. Ça, c'est un sujet. Alors, la fraude électorale, il faut en parler d'une façon en fait beaucoup plus décontractée qu'on le croit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des précédents. Franklin Delano Roosevelt, a été élu grâce au soutien d'une organisation semi-mafieuse, semi-politique qui s'appelait Tammany Hall, et dans laquelle donc la mafia italo-américaine avait une influence particulière, mais aussi la mafia irlandaise. Tammany Hall est cité d'ailleurs dans les films de Martin Scorsese, en particulier Gangs of New York, mais il est un fait historique que Tammany Hall, qui encore une fois était une organisation mafieuse, a soutenu Franklin Delano Roosevelt. Par ailleurs, FDR a été soutenu par le père de Kennedy. Et Joe Kennedy était un facho de première classe, un isolationniste bien entendu, mais surtout un mafieux. Ça, c'est le point important. Il était en cheville avec la mafia de New York et de Philadelphie, et quand Roosevelt l'a fait rentrer en politique en le nommant patron de la SEC, l'autorité des marchés financiers américaine, eh bien, il a dit de façon célèbre, il faut un voleur pour attraper un autre voleur. On sait aussi que Joe Kennedy était donc, au-delà d'être isolationniste, ne pensait absolument pas que les Britanniques pourraient gagner la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce qu'il a fait révoquer en tant qu'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Londres, en particulier parce que Churchill ne pouvait pas le saquer, et on comprend bien pourquoi. Cependant, son fils, Jack Kennedy, donc John Fitzgerald Kennedy, Jack pour les intimes, a aussi bénéficié du soutien de la mafia. C'est aussi dans Scorsese, alors c'est pas tant que j'aime beaucoup Scorsese, ce qui est le cas, mais je veux dire c'est décontracté. Scorsese, c'est pas Oliver Stone, c'est pas un réalisateur controversé qui va essayer de prendre des positions particulièrement clivantes sur la politique américaine. Non, bon, Scorsese, c'est quelqu'un du centre-gauche, on pourrait dire, à beaucoup d'égards. Et bon, dans The Irishman, sa dernière production pour Netflix, il donne des scènes absolument frontales dans lesquelles la mafia italo-américaine fait voter des morts pour faire élire Kennedy. Avec objectif pour la mafia de récupérer Cuba. On sait que la mafia italo-américaine avait beaucoup investi à Cuba et qu'elle a tout perdu quand le mouvement du Che a pris Cuba avec Fidel Castro. Ou plutôt le contraire, le mouvement de Fidel Castro a pris Cuba avec le Che. Et que la mafia avait tout un tas de raisons de reprendre Cuba. Ce serait une des raisons pour lesquelles Kennedy aurait été assassiné d'ailleurs, son échec à reprendre Cuba. Il y en a tout un tas d'autres, bien entendu, sa volonté de ne pas faire escalader la situation au Vietnam. On sait que De Gaulle lui aurait dit d'une façon célèbre « Nous, les Français, nous en sommes partis en marchant, vous en partirez en courant », c'est ce qui s'est passé. Mais bon, ça, ce serait un des plus grands mobiles pour l'assassinat de Kennedy. Au passage, c'est à l'époque de l'assassinat de Kennedy que le terme même de théorie du complot, en anglais conspiracy theory, a été popularisé, puisque c'était les personnes qui, à raison, on le sait maintenant historiquement, pensaient qu'il y avait d'autres personnes derrière l'assassinat de Kennedy. Je dis d'autant plus à raison que c'est classé comme affaire. On a un documentaire sur Arte, chaîne controversée bien connue, qui a fait tout le travail pour analyser ce cas. Mais passons, le sujet de cette vidéo n'est pas l'assassinat de Kennedy. Le sujet de cette vidéo, ce sont les cas de fraude électorale aux États-Unis. Pour Franklin Delano Roosevelt, pour Kennedy et en fait pour d'autres candidats, en particulier au municipal ou pour les élections des gouverneurs des États. Donc les cas de fraude, en réalité, ont de très nombreux précédents, et le plus tragicomique, c'est que Kennedy
au regard de l'histoire, a été un bon président. Kennedy, alors là je parle évidemment du point de vue du Français que je suis, c'est-à-dire je ne suis pas citoyen américain, je ne suis pas résident américain, ça signifie que j'ai un autre agenda vis-à-vis de la politique américaine. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la politique étrangère. Et la politique étrangère de Kennedy, je la salue. C'est ça le sujet d'ailleurs. Si on reprend maintenant le cas de Donald Trump contre Joe Biden. Alors, posons les choses immédiatement. Et parce que beaucoup de gens se laissent avoir par cela. Donald Trump est un sale con. Je peux pas dire les choses autrement. C'est pas quelqu'un avec qui vous aimeriez prendre un dîner, c'est pas quelqu'un avec qui vous aimeriez passer un week-end, c'est pas quelqu'un que vous aimeriez avoir comme collègue de travail, c'est un sale con. Ok. Mais c'est totalement irrelevant en matière de politique. Totalement. Michel-Ange était un sale con. En matière artistique, c'est totalement irrelevant aussi. Picasso était un sale con. Je ne compare pas les trois. Mais vous pouvez être bon dans un domaine et être un sale con. C'est un fait. Alors, est-ce que Trump est bon en politique ? La réponse est oui. Il a plié tous les ténors républicains en une seule fois. Est-ce qu'il est bon, entre guillemets, en politique étrangère ? Ça, c'est un vrai sujet. Encore une fois, je ne suis pas américain. Ça veut dire que moi, le premier critère qui m'intéresse pour un futur président des États-Unis, c'est est-ce qu'il est pacifique ? Est-ce qu'il résout des conflits ou au moins est-ce qu'il n'en commence pas ? Eh bien là, Trump, bien entendu, je lui tire mon chapeau. Il n'a commencé aucun conflit dans tout son mandat. C'était pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous prenez les conflits commencés par Barack Obama, prix Nobel de la paix, on vous met l'insert. Les présidents américains et leur guerre. Trump, aucune. Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix parce qu'il est noir, qu'il est sympathique et qu'il est cultivé. Oui, très bien. Si je devais choisir entre Barack Obama et Donald Trump pour prendre un dîner, mais 1000 fois, je prendrais Barack Obama. Je suis conférencier professionnel. Obama est un excellent conférencier, très bon speaker. Évidemment que je préférerais passer du temps personnellement avec Barack Obama. Est-ce que je suis plus satisfait d'avoir Donald Trump que Barack Obama à la Maison-Blanche ? Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Oui, je préfère avoir Donald Trump à la Maison-Blanche parce qu'il n'a commencé aucune guerre. Et c'est absolument incroyable que les éditorialistes qui sont censés tout de même analyser l'opinion, avoir une approche tout à fait rigoureuse et impartiale des faits de politique étrangère et autres, et aussi de politique intérieure, n'aient pas souligné ce point. Barack Obama a fait un très beau discours au Caire, assalamu alaikum, magnifique, beau discours. Mais il a commencé 5 guerres pendant son mandat. Donc, est-ce que je préfère un Donald Trump qui sort un Muslim ban, et encore, les médias l'ont présenté comme ça, mais que sais-je ? Oui, quand je passe la frontière aux États-Unis, depuis les élections de Donald Trump, je peux le confirmer, étant basané, oui, j'ai plus de problèmes. C'est un fait, je peux témoigner là-dessus. Mais il y a moins de guerres. Et Donald Trump n'en a pas commencé, il a même envisagé de réduire le budget de défense d'attaque, il n'y a pas de ministère de l'attaque, on dit ministère de la défense, américain. Et c'est ça le sujet, le fameux complexe militaro-industriel, le terme inventé par Eisenhower, grand héros de la Deuxième Guerre mondiale, grand président américain, pour décrire le fait qu'on a maintenant une industrie de guerre aux États-Unis qui est dépendante. C'est une vraie junkie, elle est comme un héroïnomane qui se frotte l'épaule. Et c'est normal parce qu'elle claque 750 milliards, je vais répéter ce chiffre, 750 milliards de dollars tous les ans. 550 pour le Pentagone et le reste dans différents départements, mais qui finissent par remonter dans les dépenses de défense, d'attaque, pardon. Et bien évidemment, ce monstre, ce golem, diraient les Juifs, on ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus l'arrêter. Et les gens qui essaient de l'arrêter ont des problèmes. Trump a été une des personnes qui a essayé de l'arrêter, de façon frontale. Alors face à lui, on sait que l'Arabie Saoudite, par exemple, lui a fait certains cadeaux. Un des cadeaux que l'Arabie Saoudite lui a fait, c'est de tabasser Jeff Bezos. Jeff Bezos est profondément anti-Trump, ça a été l'homme le plus riche du monde à une époque, maintenant il est en train de se faire rattraper par Elon Musk, qui lui est plutôt un soutien de Donald Trump, même si son frère Kimball est profondément anti-Trump. Mais Elon Musk, donc, est plutôt pro-Trump, mais Jeff Bezos, voilà, anti-Trump. Jeff Bezos possède le Washington Post. Ça, aucun journal ne devrait être autorisé à publier sans mettre sur sa première page pour qui il travaille. Ça, c'est un point très important. Libération travaille pour Drahi, Libération, c'est Altis Quotidien, BFM, c'est Altis TV, et l'Express, c'est Altis Hebdomadaire. Ça vous resitue les choses. Eh bien, Washington Post, c'est Jeff Bezos, c'est Amazon Quotidien. Et évidemment, ils ont décidé de dégommer Trump, mais je le comprends. Ne croyez pas une seule seconde que sur un sujet aussi important, sachant que Trump a fait perdre, enfin l'Arabie Saoudite par Trump a fait perdre des milliards à Jeff Bezos, des milliards, puisque c'est l'Arabie Saoudite qui a causé son divorce en publiant les photos compromettantes et les éléments compromettants de Jeff Bezos avec sa maîtresse. Et donc c'est une trentaine de milliards
surtout ajuster des corrections de la hausse des actions d'Amazon, que l'Arabie Saoudite a fait perdre à Jeff Bezos. Pour ce prix-là, je vous assure, Bezos veut se faire Trump, mais il n'y a pas que lui. Alors maintenant, prenons Biden. Autant je vous ai dit que je préférais déjeuner ou dîner avec Barack Obama qu'avec Donald Trump, et ça, c'est quelque chose que je ne retire pas une seule seconde. Par contre, là, je dois clairement vous dire que si je devais choisir entre un dîner avec Trump ou Biden, je préférerais Trump. Biden a eu la chance de bénéficier d'un lavage médiatique de très grande qualité, mais c'est quelqu'un qui est creepy, on l'appelle Creepy Joe. Il tripote les gens, ça pourrait être assimilé à du harcèlement sexuel, et d'ailleurs, il a des cas de harcèlement sexuel sur lui, et son fils est au cœur d'une affaire de corruption gravissime que par une inversion accusatoire absolument immonde, eh bien, qu'on a utilisé pour attaquer Trump et pour le faire impeached, pour essayer de le faire destituer, ce qui est quand même complètement dingue. Alors qu'au départ, c'est Hunter Biden, le fils de Joe Biden, qui est mêlé à une affaire de corruption absolument immense en Ukraine, et quand Donald Trump a exigé qu'une enquête soit faite sur cette affaire de corruption, eh bien, il a été présenté par certains démocrates comme un corrompu lui-même, ce qui est du délire complet. Mais passons. Le sujet donc, c'est: y a-t-il eu fraude dans les élections américaines? Alors, pour répondre et pour faire le fact-checking sur ce sujet, j'ai un invité de marque, Benjamin Briand, agrégé, normalien, professeur de philosophie, quelqu'un d'une extrême rigueur, tout à fait sympathique par ailleurs, comme quoi ce n'est pas antinomique, qui a fait le travail d'aller collecter ce que l'on appelle en droit pénal des preuves circonstancielles, selon leur force de preuve, leur force probante. Vous savez, un témoignage, ça a une force probante intermédiaire. Évidemment, un document photographié, ça peut être beaucoup plus probant, etc. Bon, et un flagrant délit, c'est ce qu'il y a de plus probant. Eh bien, y a-t-il eu des flagrants délits? Y a-t-il eu des témoignages plutôt indirects? Y a-t-il eu des preuves circonstancielles dont on peut extraire la force probante par le big data, par exemple, notamment par la loi de Benford, rappelez-vous, une loi très intéressante, que beaucoup de distributions, comme les déclarations d'impôts ou autres, suivent cette loi de Benford, selon laquelle, dans la plupart des séries de nombres, eh bien, vous aurez le digit 1 comme premier digit des nombres 2 fois plus souvent que le digit 2, lui-même 2 fois plus souvent que le digit 3, lui-même 2 fois plus souvent que le digit 4. Et c'est utilisé très officiellement par les services fiscaux, pas américains, eux ils n'ont pas le droit de le dire, mais européens, pour détecter les fraudes. Eh bien, on verra que la loi de Benford n'a pas particulièrement été vérifiée dans tout un tas de cas de dépouillement des élections présidentielles américaines, mais c'est qu'un cas parmi d'autres. Je laisse la parole à Benjamin Briand pour profondément, si je peux me permettre, mériter son patronyme et nous faire un fact-checking complet. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier Idriss Aberkan qui me donne l'opportunité de m'exprimer sur sa chaîne YouTube. Et bon, puisque les présentations ont déjà été un petit peu faites, je vais tout de suite me lancer dans le vif du sujet et donc vous parler des tenants et des aboutissants de ce qui est en train de se passer aux États-Unis actuellement concernant les accusations de fraude de la part du camp Trump. Alors, c'est un sujet qui est délicat parce qu'il fait l'objet d'un côté de beaucoup de fantasmes, de l'autre d'un blackout total de la part des médias. Donc je vais essayer d'être le plus méthodique et le plus rationnel possible. Le moyen le plus simple pour frauder, c'est la destruction de bulletins. C'est, si vous voulez, le fait, par exemple, soit d'employés de poste, soit d'assesseurs. Un employé de poste doit, par exemple, récupérer des votes par correspondance. Vous savez que dans cette élection, il y a eu énormément de votes par correspondance à cause du Covid, des millions et des millions de votes par correspondance. Donc c'est un système qui a été très lourd à gérer. Et les employés de poste, si un employé de poste n'est pas très bien intentionné ou il perd ses nerfs parce qu'il est politisé et qu'il ne veut pas que le candidat d'en face gagne, eh bien un employé de poste peut par exemple décider de ne pas récupérer certains bulletins ou de jeter certains bulletins et de ne pas les ramener jusqu'au bureau de vote. Ça a été le cas en particulier en Californie, où là on a des éléments assez probants. Je vais vous citer 3 articles de presse qui montrent que des bulletins de certains districts ou de certains quartiers qui devaient être, on peut supposer en Californie, à majorité républicaine et donc pas beaucoup aimés par la majorité politique de la Californie qui est plutôt démocrate. En Californie, vous avez des sacs ou de bulletins par correspondance ou des bulletins par correspondance rejetés dans la rue qui ont été trouvés. En particulier, j'ai un article du 7 octobre de NBC Los Angeles qui cite qu'à côté d'une banque, on a retrouvé beaucoup de bulletins par correspondance abandonnés. J'ai un article du 9 octobre, 2 jours plus tard,
du Washington Examiner qui nous dit que des sacs de vote par correspondance ont été retrouvés dans la ville de San Bernardino, qui n'ont pas été traités, donc qui ont été jetés à la poubelle. 2 jours plus tard encore, le 11 octobre, toujours un article du Washington Examiner qui nous dit que des sacs ont été retrouvés à Santa Monica. Donc vous voyez que dans toute la Californie, on a eu des irrégularités dans le système postal et des votes qui ne sont pas arrivés jusqu'au bureau de vote. C'est aussi possible, cette chose est aussi possible, donc au niveau des employés de poste après l'élection. Vous avez des employés de poste qui ne récupèrent pas les bulletins au bon moment, et donc quand il est trop tard, ils les récupèrent, mais on ne peut plus les amener, parce que la date de validité est dépassée. Ça, c'est pour le vote par correspondance. Le jour de l'élection, lors du dépouillement, vous avez une autre forme de fraude possible, qui est celle des assesseurs. Un assesseur qui perd ses nerfs ou qui volontairement, intentionnellement, depuis longtemps, est un activiste politique, peut déchirer un bulletin, par exemple, ou le jeter à la poubelle. Et ça, vous avez des vidéos, en particulier une vidéo que je vous mettrai en lien. Tout ce que je cite, je le mets en lien. Je veux que vous puissiez vérifier par vous-même. Les articles dont je viens de parler sont en lien, les vidéos dont je vous parle sont en lien, en dessous de la vidéo. Et donc là, vous avez des vidéos, et en particulier une vidéo à laquelle je pense, d'un assesseur qu'on voit chiffonner un bulletin et le jeter à la poubelle, ce qui est totalement illégal. Donc vous avez les employés de poste, les assesseurs, vous avez aussi une autre possibilité de fraude qui est celle du vote des morts. Donc un employé de mairie qui ne remet pas les registres à jour, et là vous avez des gens qui sont morts et qui vont voter. Vous avez un cas qui a été le premier repéré, qui est celui de William Bradley, dans l'État du Michigan, et qui a un âge assez avancé, a décidé d'aller voter à cette élection. Un âge assez avancé puisque ce monsieur est en fait mort en 1984. Il a voté aux élections de 2020. Ce cas est tellement irréfutable, si vous voulez, que même Libération en France a fait un article dessus. Vous retrouverez ça encore sous la vidéo, un article du 6 novembre où Libération admet que vous avez bien ce cas d'un mort qui a voté. Alors, il est parlé ici d'erreur humaine. Vous verrez que cette expression revient assez souvent pour expliquer la fraude. On parle d'erreur humaine pour ne pas avoir à affronter le fait que oui, il y a eu de la fraude. Vous avez un autre cas qui est celui de Fred Stokes, toujours dans un article du 6 novembre, mais cette fois-ci d'un journal américain qui s'appelle The Federalist. Et Fred Stokes, qui est mort en 2017, s'est retrouvé à voter dans l'État du Nevada. Pour aller plus vite, parce que j'ai vraiment pas le temps et qu'on pourrait faire une liste énorme de morts qui ont voté, vous pouvez vous reporter à la chronique qu'a fait Tucker Carlson, un éditorialiste célèbre de Fox News, sa chronique du 11 novembre, où il cite les dizaines et les dizaines et les dizaines de cas qu'on peut trouver dans les États de morts qui sont certifiables, de morts qui ont voté lors de ces élections. Je ne vais pas citer toutes les autres méthodes de fraude manuelle parce qu'on n'en sortirait pas. Il y a juste une autre chose que je citerai, c'est, parce que là c'est plus documenté, c'est le vote des étrangers. Le vote des étrangers aux États-Unis est illégal, comme en France d'ailleurs. Et comment c'est possible que des étrangers puissent se retrouver à voter dans une élection aux États-Unis? Très simplement parce qu'il y a beaucoup d'États qui ne demandent pas de carte d'identité. Ce qui est assez aberrant pour nous. Donc, si ça m'habituait de montrer notre carte d'identité quand on va voter, il y a des États où vous n'avez pas besoin d'une carte d'identité pour aller voter et pour vous inscrire sur les registres. Donc évidemment, si vous n'avez pas besoin de carte d'identité, vous êtes étranger, vous vous présentez et vous allez voter quand même. Il y a un article du Washington Times du 22 novembre qui nous cite que par exemple en Arizona, on estime à 51 000 le nombre d'étrangers qui ont voté. En Géorgie, 55 000. Ça commence à faire beaucoup. Mais on reste encore à un niveau de fraude, si vous voulez, qui est sous la barre du significatif. Pourquoi sous la barre du significatif? Parce que déjà, ça risque pas vraiment de changer l'élection, même s'il y a quand même des États où ça se joue à très peu, ça risque pas totalement de changer l'élection, et surtout, les gens l'acceptent, mais ça implique pas, si vous voulez, des gens plus haut placés dans la responsabilité électorale. Là, je vais passer maintenant à la catégorie d'une fraude un peu plus importante, voire beaucoup plus significative, qui est la fraude des notables, ou la fraude au niveau d'un État. Et elle implique qu'on remonte dans la chaîne des responsabilités. Donc là, c'est une fraude plus importante. C'est plus délicat à reconnaître parce que, si vous voulez, déjà, ça peut changer les résultats vraiment de manière significative. Si un État change de résultat, si un État voit
des résultats changés aux États-Unis, tous ces grands électeurs vont voter pour le candidat gagnant. C'est le système de ce qu'on appelle le winner takes all, c'est-à-dire un État des États-Unis, par exemple la Géorgie, par exemple le Michigan ou l'État de New York, donne tous ses électeurs, tous ces grands électeurs à un candidat, même s'il n'a fait que 51%. C'est le système du gagnant prend tout. Et donc là, si vous avez une fraude plus importante au niveau d'un État, et pas seulement une fraude des petites mains, évidemment, la conséquence, elle est immédiate sur le résultat de l'État et des grands électeurs, et donc sur le nombre de grands électeurs au final. Alors, pour illustrer ces accusations, donc, je prendrai le cas des accusations de Rudy Giuliani en Pennsylvanie. Alors, Giuliani, c'est l'ancien maire républicain de la ville de New York, et actuellement, il est l'avocat à la tête de la Legal Team, c'est-à-dire l'équipe légale du camp Trump, et il mène la charge en Pennsylvanie, avec deux axes principaux d'accusation. D'abord, le premier axe, c'est celui des poll watchers. Les poll watchers, c'est les observateurs dans le dépouillement. C'est-à-dire que chaque camp, normalement, a le droit à avoir des observateurs qui viennent lors du dépouillement pour vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas des irrégularités et tout. Et en Pennsylvanie, l'un des axes d'accusation, c'est de dire que les poll watchers, les observateurs, n'ont pas été autorisés dans les bureaux de vote lors du dépouillement, dans certaines villes, en particulier à Philadelphie. Le deuxième axe d'accusation de Giuliani, c'est le vote par correspondance qui aurait été l'objet de fraude massive au niveau d'un État, et pas seulement au niveau des petites mains. Le recours dont je vous parle, de Giuliani, est actuellement étudié, ça évolue beaucoup à l'heure où je parle, et donc je ne peux pas vous donner des conclusions définitives. Et je ne me prononcerai pas, si vous voulez, sur l'avenir de ce cas. Ça peut aller jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, c'est-à-dire ça peut remonter tous les échelons de la justice pour aller jusqu'à l'échelon suprême. Mais ce qui va m'intéresser pour l'instant, si vous voulez, c'est plutôt de me dire, est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est crédible? Et pour ça, je vais faire ce qu'on appelle un raisonnement par induction. Alors, je suis prof de philo, donc j'aime bien faire toujours un peu de philo pour expliquer ce que je raconte. Le raisonnement par induction, en philo ou en logique, ça consiste à généraliser un constat très fréquent qu'on peut faire. L'exemple plus simple, c'est vous prenez un crayon, vous le lâchez, il tombe. Je le fais une deuxième fois, je le lâche, il tombe. Je le fais une troisième fois, une quatrième fois, je le fais 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois. Il y a un moment où je vais arrêter de faire l'expérience et je vais dire, bon, le nombre de fois que je viens de tester suffit en lui-même à aller vers la conclusion, à chaque fois que je vais lâcher un crayon, il tombe. En réalité, c'est pas une preuve absolue, parce que c'est pas parce que ça s'est passé 10 millions de fois que la fois suivante, ça va continuer. Mais en termes de probabilité, la probabilité est très 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 grande que ça arrive. Donc ce qu'on appelle un raisonnement par induction, c'est quand vous avez quelque chose qui se répète beaucoup, on considère à bout d'un certain temps qu'il y a quand même de fortes probabilités, ou dans ce cas-là de fortes suspicions que ça arrive encore. Et donc, je laisse de côté le caractère légal que je dois avouer, je connais assez peu de l'accusation de Giuliani, et je m'intéresse juste à l'idée de probabilité qu'il y a eu de la fraude. Et si on prend le cas de la Pennsylvanie, en particulier de la ville de Philadelphie, alors là, on peut quand même se poser des questions. Pourquoi? Le cas de Philadelphie est intéressant parce que c'est un cas où on a des exemples assez nets de fraudes qui ont été non seulement déclarées, mais condamnées par la justice. Et je vous cite juste, pour illustrer ça, un article d'un magazine en ligne qui s'appelle Philly Mag. Philly, c'est le diminutif de Philadelphie, qui date du 4 février et qui fait la liste de tous les politiciens ou notables qui ont été condamnés juste pour Philadelphie dans les années qui se sont écoulées dernièrement. Vous avez un certain Shaka Fattah, qui était député de Pennsylvanie, député à la Chambre de Pennsylvanie, qui a été condamné à 10 ans de prison. Vous avez un monsieur qui s'appelle Seth Williams, qui était procureur du district de Philadelphie, qui a été condamné à 5 ans de prison. Vous avez un monsieur qui s'appelait John Green, qui est l'ancien shérif de Philadelphie, qui a été condamné à 5 ans de prison. Vous avez une autre qui s'appelle Motiva Johnson Harrell, qui a été condamnée à 3 mois de prison. Elle était, je crois, députée elle aussi. Et la liste continue, ainsi, vous avez énormément d'exemples. Donc, si vous voulez, toujours dans mon idée de raisonnement par induction, plus vous avez d'exemples dans une ville ou dans une région de cas de condamnation, plus vous pouvez quand même soupçonner qu'il y a eu de la fraude.
Et il y a un exemple dans cette liste, alors elle continue beaucoup plus loin, il y a un exemple qui m'intéresse plus que les autres, c'est l'exemple d'un juge électoral du sud de Philadelphie qui s'appelle Dominique de Muro, et qui, en mai dernier, en mai 2020, hein, c'est très récent, a plaidé coupable pour bourrage d'urne et trucage des élections. Donc vous voyez que si encore en mai 2020, je crois, il y avait des primaires démocrates déjà juste avant, et vous avez eu des élections au niveau fédéral, pas au niveau fédéral, au niveau d'un État, vous avez eu des accusations et un juge qui plaide coupable, on peut quand même se poser des questions sur l'élection qui se tient en novembre. Le plus cocasse généralement, c'est qu'ils se font choper parce que c'est des démocrates qui accusent des démocrates. Frauder contre les républicains, ça passe, mais qu'un démocrate fraude contre un autre démocrate, généralement ils aiment pas ça. Donc dans ce cas-là, ça va jusqu'en justice. Je reviens un moment quand même sur le dossier Giuliani en Pennsylvanie, parce que même si, si vous voulez, je veux pas rentrer dans l'aspect légal de la chose, parce que je m'y connais vraiment pas, il y a quand même un élément qui est assez fort dans l'argumentation de Giuliani, et que les médias rejettent, mettent de côté sans l'examiner. Ce sont ce qu'on appelle les sworn affidavits. Les sworn affidavits, en anglais, ça veut dire les déclarations sous serment. Et donc, Giuliani dit qu'il dispose d'une 60aine de ces affidavits, donc de ces déclarations sous serment, juste pour l'État de Pennsylvanie. Donc une 60aine de témoignages sous serment qui concernent des observateurs qu'on aurait empêchés d'assister au dépouillement dans certains bureaux, et en particulier à Philadelphie, ce qui est totalement illégal. Vous n'avez pas le droit d'empêcher des observateurs d'un parti d'observer le dépouillement. Et pourquoi je vous en parle? Parce que les médias oublient toujours de préciser, quand on parle de ça, qu'une déclaration sous serment, c'est une preuve en justice. C'est pas simplement une déclaration en l'air. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que si le déclarant, celui qui déclare sa déclaration sous serment, ment, il risque la prison. Ce qui n'est pas rien, quand même. Et on ne peut pas prendre une accusation qui a été faite sous serment à la légère, tout simplement parce que celui qui l'a fait risque gros s'il l'a fait à tort. Et vous avez donc une 60aine de personnes qui ont décidé, dans un seul État, de prendre le risque de la prison pour dire qu'ils ont vu de la fraude. Et dans le Michigan, c'est un autre cas, hein, c'est pas l'affaire de la Pennsylvanie, dans un autre État, vous avez jusqu'à 200 affidavits, selon le camp Trump. Ce qui veut dire que vous avez 200 personnes qui ont décidé de risquer leur avenir judiciaire pour dire qu'il y avait de la fraude. Et ça, c'est pas négligeable. On peut pas dire que c'est juste un témoignage en l'air. Je voulais revenir sur ce point parce que je pense qu'il était important. Pour terminer sur cette fraude, si vous voulez, au niveau des notables, au niveau d'un État, à un niveau plus significatif quand même que le premier niveau, je terminerai juste sur les registres Internet de l'État de Pennsylvanie, alors qui sont assez farfelus, sur l'adresse Internet pa.data.gov, donc je répète pa.data.gov, il y avait une liste de tous ceux qui avaient voté par correspondance. L'État de Pennsylvanie avait laissé les données en libre accès, et on trouvait des choses assez bizarres dans ces données. Et en particulier, vous avez un citoyen journaliste, je l'appelle comme ça, faute d'autres déterminations, qui sur Twitter, et ça a été repris par une certaine partie de la presse ensuite, a fait une analyse en montrant que juste à partir des données, rien d'autre, hein, il a pris des données officielles, on pouvait voir qu'il y avait un certain nombre de trucs qui clochaient totalement dans les votes par correspondance. En particulier, vous avez 35 000 votes qui ont été reçus par les électeurs et envoyés le même jour, ce qui est assez improbable. Vous avez 24 000 votes qui ont été approuvés, dont la demande a été approuvée, qui ont été reçus et qui ont été envoyés le même jour, ce qui est encore plus improbable. Vous avez 23 000 votes qui ont été envoyés avant d'être reçus, ce qui est totalement impossible. Vous ne pouvez pas envoyer un vote par correspondance avant d'avoir reçu le vote par correspondance. Vous ne pouvez pas l'avoir rempli alors que vous ne l'avez pas encore reçu. Et alors, le plus ubuesque, si vous voulez, c'est que vous avez 9000 cas de votes par correspondance qui ont été envoyés sans jamais avoir été reçus. C'est-à-dire, dans les données, vous n'avez pas de date de réception. On pouvait se poser des questions sur ça, et évidemment, ce qui rend la chose encore plus suspecte, l'État de Pennsylvanie a décidé de supprimer ces registres. Donc si vous allez sur le site, vous ne pouvez plus les voir. Mais ce jeune homme, ce citoyen journaliste,
a conservé les données donc sur un fichier Excel. Donc lui, il a les données et il a pu le voir, et malheureusement, les données ont été supprimées, ce que je trouve assez suspect. C'est une attitude suspecte quand on veut défendre l'intégrité des élections. Enfin, alors là, on va arriver au dernier étage de la fusée, si vous voulez, l'étage qui va être qui va provoquer le plus de scepticisme. C'est la fraude électronique. Et pourquoi c'est la fraude qui va provoquer le plus de scepticisme pour celui qui regarde, et même chez moi, hein, je dois l'avouer, c'est parce que c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une super fraude, quoi. C'est une fraude qui n'est pas celle des petites mains, c'est pas une fraude des notables d'une région, c'est vraiment une fraude qui aurait eu lieu au niveau fédéral, au plus haut niveau, et qui demande un niveau de coordination d'acteurs de la fraude qui est assez important. Donc c'est la fraude qui fait l'objet le plus de fantasmes, mais on ne peut pas se permettre, si vous voulez, de jeter les accusations comme ça. Déjà parce que je suis prof de philo et que dans mon métier, on a le droit de se poser des questions sur tout, ça fait partie de mon métier, ça fait partie de ma formation intellectuelle, on a le droit de se poser des questions sur tout. Et ensuite parce que on peut pas se permettre de rejeter un argument comme ça, d'appeler un argument complotiste comme ça, de l'envoyer dans les ronces sans l'examiner 5 minutes. Et c'est ce que font les médias généralement. Alors là, j'essaye, si vous voulez, de voir qu'est-ce qui peut être intéressant dans ce cas. Ce qui ne veut pas du tout dire que je suis d'accord avec l'idée qu'il y a eu forcément de la fraude électronique. Je n'en sais rien. Je vous le dis tout de suite, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a eu de la fraude électronique. Je dis juste qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et que si on veut rétablir un peu de confiance dans les institutions démocratiques, ce qui aujourd'hui, dans le contexte actuel, si vous voulez, est quelque chose qui s'effrite un petit peu, on ne peut pas laisser les interrogations des gens de côté et ne pas essayer de voir de quoi ils retournent. Alors, d'abord, pour décrire ça, il faut parler un peu du paysage, du marché du vote électronique. C'est un business assez gros. Vous avez 3 boîtes en particulier qui dominent un peu le marché. Vous avez Dominion aux États-Unis, celle dont on a le plus entendu parler, Dominion Voting System, qui est basée plutôt à Toronto au Canada, mais qui a son activité principalement aux États-Unis. Vous avez Smartmatic, qui est une autre boîte qui a été fondée au Venezuela et qui est actuellement située, dont le QG est actuellement à Londres, et qui produit des machines électroniques qui sont utilisées en Belgique, au Royaume-Uni, en Argentine, au Venezuela, aux Philippines et dans d'autres pays. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'assez massif. Vous avez une troisième boîte qui s'appelle Silt, ou Silt, je ne sais pas comment le prononcer, et qui elle est basée à Barcelone. Alors, dans le cas de la fraude électronique, c'est plus Giuliani et c'est plus la legal team, c'est-à-dire l'équipe légale du camp Trump qui se charge de ce dossier, mais c'est un électron libre du camp Trump qui s'appelle Sidney Powell, qui est une avocate de Trump qui est plus sulfureuse que le reste de la team Giuliani, et donc que le camp Trump a décidé de faire agir en solo de son côté. Parce que quand même, c'est des accusations plus graves qui prêtent le flanc à beaucoup plus de scepticisme, et donc que Sidney Powell traite de manière indépendante. Et pourquoi c'est si sulfureux? Parce que là, ça concerne des millions de votes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est déjà, premièrement, on va étager la réflexion, est-ce que, indépendamment du nom de la boîte, je vous ai cité des boîtes différentes, indépendamment du nom de la boîte qui fait les machines, est-ce que le vote électronique peut être trafiqué? La réponse est physiquement oui. Pourquoi? Parce que vous avez la preuve qui a été amenée par des hackers lors du salon des hackers le plus grand au monde qui a eu lieu à Los Angeles en 2019, qui s'appelle le DEF CON. Et vous pouvez trouver sur Internet, je vous donnerai encore le lien, une vidéo de la chaîne NBC qui date de 2019, qui fait un reportage justement sur ce salon des hackers et qui montre qu'en quelques minutes, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est en moins de 6 minutes, vous avez des gamins avec des ordis qui arrivent à rentrer dans toutes les failles du système de la machine électronique et à trafiquer la machine. Donc, est-ce que c'est faisable? Oui. Maintenant, ça veut dire que c'est faisable, ça ne veut rien dire, parce qu'ensuite, il y a des étages. Deuxième étage, est-ce que, même si c'est faisable, il peut y avoir une fraude massive?
c'est plus douteux quand même. Mais c'est pas douteux forcément partout. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un exemple qui est assez effrayant, c'est l'exemple du Venezuela. Et en particulier, je vous ai parlé des boîtes qui font des machines électroniques. Je vais reprendre le cas de Smartmatic, qui est une boîte qui fait des machines électroniques et qui s'est occupée de beaucoup d'élections au Venezuela, sous Chavez et sous Maduro. Et le PDG de Smartmatic, qui s'appelle Antonio Mujica, a publié une vidéo en 2017. Enfin, c'est pas lui qui a publié la vidéo, mais il se trouve sur une vidéo en 2017. Une vidéo qu'on peut retrouver sur le compte YouTube d'Associated Press. Associated Press, c'est l'équivalent américain de l'AFP, donc c'est vraiment le niveau de crédibilité le plus haut. Et vous avez Antonio Mujica qui affirme que lors des élections constituantes de 2017 au Venezuela, donc des élections organisées par Nicolas Maduro, vous avez 1 million de votes fantômes qui ont été créés à partir des machines électroniques. C'est le PDG de la boîte qui fait les machines électroniques qui dit ça, que 1 million de votes fantômes ont été créés. Et il le fait parce qu'il fait la comparaison entre les chiffres de participation qui ont été annoncés et la participation réelle, et il trouve 1 million de différence. Donc 1 million, ça commence à être une fraude assez massive. Maintenant, il y a une objection qu'on peut faire tout de suite à ça, c'est que c'est le Venezuela, c'est pas les États-Unis. Le Venezuela, c'est quand même connu pour être un système qui n'est pas très propre au niveau politique, et donc les accusations qu'on fait sur le Venezuela, on ne peut pas les transférer sur d'autres pays. Et donc, je n'irai pas plus loin, si vous voulez, dans les accusations, dans les preuves qu'on peut donner d'un traficage du vote électronique, parce que je pense qu'on peut pas à ce niveau-là, on peut pas s'avancer plus que ça. Je dis juste que c'est possible, physiquement, c'est faisable. Possible ne veut pas dire forcément probable. Mais je terminerai juste sur une chose, pour revenir à la boîte Dominion, donc qui est en charge du vote électronique aux États-Unis. Il y a quand même un cas qui laisse songeur. C'est le cas d'un comté. Alors, un comté, c'est comme l'équivalent d'un canton en France dans un département, d'un comté du Michigan qui s'appelle le comté d'Antrim, où vous avez eu, juste après l'élection, une situation assez étrange qui s'est passée, car le 3 novembre, Biden était annoncé vainqueur dans ce comté. Et ce comté, c'est un comté très républicain, d'habitude. Donc ça a surpris un peu tout le monde. Et puis le 6 novembre, quelques jours plus tard, on a vu que les résultats finaux, c'était que Trump avait 4000 voix d'avance. Donc on s'est demandé comment on était passé de l'un à l'autre, et en fait, l'explication qui a été amenée, c'est que les machines électroniques ont connu ce qu'ils appellent un glitch. J'imagine que ça se traduit comme un bug, c'est-à-dire il y a eu un bug et il y a eu un transfert de voix de Trump sur Biden. Et il a été rectifié, et quand on rectifie, si vous voulez, on obtient un résultat où c'est Trump qui est gagnant et pas Biden. Le petit problème, c'est que dans ce comté, j'ai regardé les chiffres, vous avez 16 000 personnes qui ont voté. Donc vous imaginez que si sur un comté où 16 000 personnes votent, vous avez des milliers de votes qui ont été en jeu et qui ont été transférés d'un candidat à l'autre, qu'est-ce que ça donne sur tous les comtés du même État, si cette possibilité de glitch, de bug existe? Alors là, ce que je dis, c'est pas forcément qu'il y a eu de la fraude électronique, j'en sais rien. Mais au minimum, il y a un matériel qui est défectueux. Et s'il est défectueux dans un comté, alors ça mérite qu'on l'examine dans d'autres comtés. Et donc, si je voulais conclure tout mon propos maintenant, essayer de synthétiser tout ce que je viens de dire. D'abord, premièrement, je dirais que de la fraude, il y en a eu, c'est certain. Mais la question, c'est pas est-ce qu'il y a eu de la fraude, c'est à quel niveau il y a eu de la fraude. Parce que de la fraude, il peut y en avoir dans toutes les élections. De la petite fraude, des fraudes des petites mains, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément quelque chose qui est surprenant. En revanche, la question, c'est est-ce qu'il y a eu de la fraude en nombre suffisant pour changer le résultat de l'élection? À cette question, je ne peux pas répondre. Je dis, franchement, je n'en sais rien. Donc à la question, est-ce qu'il y a eu de la fraude? Oui. Est-ce qu'il y a eu de la fraude en nombre suffisant? J'en sais rien. Et troisième question, c'est pour moi celle qui est la plus importante, c'est est-ce que ça mérite qu'il y ait des audits? Est-ce que ça mérite qu'il y ait des recomptes? Est-ce que ça mérite qu'on enquête sur la fraude? Et pour moi, là, la réponse est oui. Vraiment un oui franc et massif. Parce que la confiance dans le processus démocratique, c'est un bien précieux. On ne peut pas se permettre de le jeter par la fenêtre. Et actuellement, je pense que ce sont les médias qui minent le plus cette confiance en
tombant littéralement sur tous ceux qui osent avoir un discours sur la fraude, qui osent se poser des questions. Et donc le but de mon intervention ici, c'était pas forcément de vous dire que les résultats seront changés, je n'en sais rien. Humblement, je ne sais pas ce qui va arriver, je vous le dis. En revanche, je pense qu'il est totalement légitime de la part d'un camp, et même des deux camps, de considérer qu'on a besoin d'audit de l'élection, qu'on a besoin potentiellement de recompte et qu'on a besoin d'enquêter sur ce qui s'est passé pour que, même si Biden gagne à la fin, ce qui pour l'instant semble être la voie qui va arriver, même si Biden gagne, il faut que les électeurs, tous les électeurs soient rassurés sur ce qui s'est passé, que leurs questions trouvent une réponse, et c'est pour moi le plus important. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Alors, maintenant qu'on est armé de tous ces éléments, qui sont absolument redoutables, vous en conviendrez. Et en particulier, donc, le fait que dans les élections municipales de Philadelphie, eh bien, on avait déjà eu Joe Frazier, le boxeur légendaire qui avait donné tant de mal à Mohamed Ali, qui avait voté alors qu'il était mort. Est-ce le cas dans les élections présidentielles? Bah évidemment, preuve circonstancielle, on ne peut que suspecter que c'est le cas. Si on prend le mal, si on prend la peine de faire voter un mort pour les municipales qui ont un enjeu beaucoup moins important que les présidentielles, on peut tout de même supposer que cette chose pourrait survenir dans le cas des présidentielles. Et là aussi, le vote par correspondance et le vote par les machines de vote peut augmenter considérablement les risques de fraude, on l'a vu. Moi-même d'ailleurs j'avais travaillé pour une boîte de cybersécurité américaine et j'avais parlé avec un de leurs hackers et il avait clairement dit, c'était pendant les élections de Trump justement, nous pouvons hacker les machines à voter, bien sûr, évidemment que nous le pouvons, et il en avait fait un statement officiel, c'était paru dans la presse. Il avait ajouté, puisqu'il était ami d'un très grand hacker américain qui est décédé, qui s'appelle Barnaby Jack. Barnaby Jack pouvait hacker un pacemaker, pouvait hacker des distributeurs automatiques de billets, et pouvait même hacker des ballasteurs automatiques de porte-conteneurs dans les océans, pouvant donc faire couler un porte-conteneur en plein Pacifique. Si on peut hacker un pacemaker, une pompe à insuline, un ATM, un distributeur de billets ou un porte-conteneur, croyez-moi, bien entendu, on peut hacker les machines à voter. Et puis rappelez-vous ce que disait l'oncle Joe Staline, ce qui compte, ce sont les personnes qui dépouillent les bulletins. Ça, c'est effectivement très important. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, bien oui, on doit essayer d'avoir un point de vue qui soit le plus impartial, le plus neutre possible sur les élections américaines. Et je voudrais conclure sur la Constitution américaine a-t-elle été respectée? Eh bien là, je dois vous le dire de la façon la plus frontale, non. Parce que ce n'est absolument pas aux médias de décréter qui est le président. Absolument pas. La Constitution américaine n'a en aucun cas de disposition qui déclare que ce sont aux médias qui ne sont pas indépendants. Il faut arrêter. Je veux dire, CNN n'est pas indépendant, pas plus que le Washington Post, qui encore une fois appartient à Jeff Bezos. Mais CNN, qui a été le premier à déclarer l'élection de Joe Biden, appartient au groupe Time Warner. Depuis quand, dans la Constitution américaine, c'est à Bugs Bunny de dire qui est élu? Et moi, personnellement, c'est ce passage-là qui m'a le plus dérangé. Sans doute, le vote populaire est allé à Biden. Mais il ne faut pas oublier que la Constitution américaine est faite précisément pour prendre en compte la réalité géographique du continent nord-américain, qui est que le centre est moins peuplé que les côtes. C'est naturel, c'est ainsi que ça se déroule. Et donc, la Constitution américaine, pour éviter justement la sécession, qui a toujours été la pire faiblesse, la kryptonite des États fédérés américains, et pas que depuis la guerre de sécession. On a eu Chuck Norris qui avait, sans déconner, organisé des milices à l'élection d'Obama pour un Texit, et à l'élection de Trump, on a eu par ailleurs un mouvement pour le Calexit. Donc, et ce sont des États qui profitent d'un accès aux côtes. Mais ce mouvement profondément frustré des États qu'on appelle flyover states, donc les États par-dessus lesquels les avions volent, ça vous décrit bien l'idée, veut le collège électoral. Et il y a plein droit puisque c'est dans la Constitution américaine. Donc ce n'est absolument pas le sujet de savoir si Biden a gagné le vote populaire ou pas. Le sujet, c'est la Constitution américaine a-t-elle été scrupuleusement vérifiée? Eh bien, pour l'instant, je dois vous dire que quand Wikipédia, qui n'est pas plus sérieux que le Washington Post, qui n'est pas plus sérieux que le Huffington Post, qui est juste une multinationale parmi d'autres, vous avez maintenant Bill Gates qui a sa propre multinationale par la fondation Bill et Melinda Gates, bah, c'est une multinationale, c'est juste une fondation multinationale qui peut se payer une influence majeure à l'OMS et qui peut se payer des influences partout dans le monde au point que, je crois, Bruno Le Maire disait se féliciter d'aller rencontrer Bill Gates. Et bah, la fondation Wikimedia est une autre fondation
fondation d'influence américaine qui n'est absolument pas plus respectable que la fondation Bill et Melinda Gates et qui a son agenda et qui n'est absolument pas neutre. Vous savez que je suis très bien placé pour le savoir. Tentez de vérifier par vous-même si vous pouvez sur ma page Wikipédia écrire le fait avéré, preuve à l'appui, la lettre est sur mon site, que j'ai bien été chercheur invité à l'université de Stanford de 2006 à 2007, invité par un prix choc de logique. Vous verrez que c'est impossible parce que Wikipédia a son agenda et n'est absolument pas une organisation neutre, pas plus que le Washington Post, pas plus que CNN, mais pas plus que Fox News. Simplement, Fox News a la bonté et l'honnêteté de vous annoncer la couleur directe. On est un média conservateur ultra. Ces choses étant posées, quand vous avez Wikipédia qui déclare par exemple que Joe Biden est le président élu, alors qu'aucune source officielle ne l'a confirmé, ça pourrait venir. Et si ça vient, si les sources officielles le confirment, eh bien ça viendra. Et la démocratie ou la proto-démocratie représentative américaine aura suivi son cours. Et ce sera excellent. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et quand vous avez des grands médias, et j'insiste, Wikipédia n'est qu'un grand média parmi d'autres, mais c'est CNN qui a tiré le premier, qui vous annonce quelque chose en s'affranchissant totalement de la Constitution, eh bien là, vous avez un problème. Et il faut impérativement méditer ce problème. Parce que dès lors que les syndicats d'intérêt, et en particulier le complexe militaro-industriel américain, qui a ses intérêts, auront remarqué à quel point il est facile d'influencer l'opinion et d'influencer les élections, eh bien ne doutez pas une seule seconde qu'ils vont réitérer. De la même façon qu'un meurtrier revient tout de même assez souvent sur les lieux de son crime, un éventuel syndicat d'intérêt qui aurait contribué à inverser le cours d'un vote reviendra sur les lieux de son crime. Et la seule façon d'empêcher cela, eh bien, c'est l'information critique, honnête, impartiale, libre, décentralisée, pas la fondation Wikimedia, pas CNN, qui appartient à Time Warner, qui appartient à AT&T, pas le Washington Post. Les citoyens organisés en coopérative d'information réciproque. Je pense que c'est le seul moyen d'éviter ces manipulations éventuelles de l'opinion. J'espère qu'avec cette vidéo, en tout cas, vous aurez eu un point de vue impartial sur des faits qui n'ont pas été présentés par la presse telle qu'elle aurait dû le faire.